On va parler des indicateurs de requête, les query hints. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce qui existe et puis à quoi ils servent et comment les utiliser, grosso modo. Bon déjà, merci Rudy d'abord, hein, merci Rudy. Ah puis d'ailleurs, merci pour les bandes dessinées. Tout le Heu, plaisir est pour moi. Je regarde les questions, si jamais je te les relaie, ça te va? ouais, ça me va. De rien pour la photo, Arion. Comment? De C'est rien toi pour qui la l'as photo, Arion. c'est pas toi qui l'as prise la photo? Si? Si, c'est toi qui l'as prise la photo Oui, Julien, c'est moi ouais. qui l'ai prise. Ouais, Mmh. OK. Donc, Arion Papillon, voilà, vous avez mes blogs, et cetera. Je fais du SQL Server depuis maintenant, les versions 6, donc ça fait quand même un bon moment. Et MVP depuis 12 ans maintenant. Voilà, encore cette année. Alors, on va parler de l'optimiseur, hein, c'est le cœur d'SQL Server, et c'est vraiment lui qui décide du plan d'exécution, et en général, il décide plutôt bien. Il choisit les méthodes d'accès, de faire un scan, de faire un search, il choisit les jointures, par itération, par hachage, par fusion, et cetera. Comment il fait les group by, comment, et cetera. Bon. L'intérêt, qu'il décide de son côté, c'est que ça permet au plan d'exécution de bien s'adapter au contexte, à savoir selon les données existantes, si j'ai, un seul Dupont ou si j'ai 10 000 Dupont, le plan d'exécution n'est pas le même. Donc le meilleur choix, en général, c'est de le laisser faire. Mais peut y avoir des cas de figure où effectivement il est moins bon, où il se trompe, hein, et donc il peut prendre parfois de mauvaises décisions et se tromper. Souvent, c'est lié à une mauvaise estimation de cardinalité, parce que soit il n'a pas des bonnes statistiques, auquel cas peut-être le mieux c'est de reconstruire les statistiques. Ça peut être des problèmes de distribution de données très inégales aussi, où il est incapable d'estimer correctement les cardinalités. Ça peut être aussi des requêtes ou des prédicats beaucoup trop complexes. Le plus souvent, dans la plupart des cas, on peut résoudre le problème en lui donnant davantage d'informations, hein, par exemple des statistiques multicolonnes, des statistiques filtrées, etc. Voire éventuellement réécrire ces requêtes autrement. Parfois, ça peut résoudre le problème aussi. Bon, il y a des cas où on ne s'en tire pas, il va falloir trouver un compromis, effectivement, et carrément prendre la main sur l'optimiseur et lui dire comment faire. Et donc là, on est dans ce cas de figure. Il faut savoir que c'est a priori un cas exceptionnel et c'est vraiment au cas par cas et on ne va pas systématiser. Je suis tombé une fois chez un client sur une application où tous les index étaient forcés à toutes les requêtes. Catastrophique. C'est absolument catastrophique. Donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Mais effectivement, de réserver ça au cas d'espèce où on ne s'en sort pas. Donc la solution, ça peut consister à forcer le comportement avec des directives d'optimiseur, des indicateurs de requête, donc des query hints, et qu'on va pouvoir activer au niveau de chaque requête. En général, c'est le cas, voire pour certaines, il y a des hints qui s'activent au niveau de la base entière, hein. Et bien sûr, SQL Server perd la capacité de s'adapter aux cardinalités des données qu'il traite. Donc, si j'ai mis une directive quelque part, elle peut être contre-performante au bout de 3 mois parce que les données ont évolué. Donc, c'est vraiment à réserver aux développeurs et aux DBA expérimentés a priori. Et de savoir ce qu'on fait, et de savoir pourquoi on le fait, etc. Alors, moi, ce que je trouve un peu catastrophique, c'est le query store qui rend les choses tellement faciles de forcer des plans d'exécution, que j'ai vu des gens qui forçaient pratiquement tous les plans d'exécution en disant: «Ah, il est mieux là, il est mieux là, il est mieux là», et puis au bout d'un moment, on se retrouve avec tellement de plans d'exécution forcés, un peu dans tous les sens, que c'est contre-productif. Donc, essayer de limiter au maximum, hein, ce genre d'utilisation. Alors, on peut faire plein de choses avec les indicateurs. On peut agir sur les jointures, sur les group by, sur les unions. On peut agir sur les valeurs des paramètres, les cardinalités, la recompilation. On va pouvoir agir sur le parallélisme ou la mémoire. On va pouvoir forcer des index ou des modes d'accès. On va pouvoir jouer sur l'isolation, sur le verrouillage. On va pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités de l'optimiseur, voire passer des trace flags à une requête, etc., etc. Donc en fait, il y en a tout un catalogue. On va essayer d'en regarder, pas tous, d'en faire plus ou moins la liste et puis de regarder les effets de quelques-unes. On n'a pas de temps, pas suffisamment de temps pour y passer la journée. Donc, ok, les indicateurs de requête, syntaxe générale. Hein, c'est en général avec le mot-clé option et les indicateurs entre parenthèses.
Donc ici, par exemple, j'ai un loop join et un recompile. Autre indicateur, il y a des indicateurs qui s'appliquent à la table ou qui s'appliquent à la jointure et qui sont là, dans ce cas-là, dans la clause from. On va regarder un petit peu les différents cas de figure. Par exemple, les indicateurs de jointure, où on va pouvoir forcer le type de jointure. Alors, le type de jointure, normalement, il s'adapte tout seul, c'est-à-dire qu'il fait un nested loop quand il y a une des branches qui a une faible cardinalité, que l'autre est indexée. Il fera un merge si les deux branches de la jointure sont triées toutes les deux et qui peut parcourir les deux tables sur la même clé, sur le même ordre. Et il fera un hash, par exemple, si on interroge les tables en entier ou qu'il n'y a pas d'index du tout. Donc normalement, il choisit lui-même. Alors, au passage, depuis SQL Server 2017, il y a en plus la jointure adaptative qui fait qu'il peut choisir entre un nested loop et un hash au moment de l'exécution. On va regarder un petit peu quelques indicateurs comme ça. On va passer à la démo. Je vais vider mon cache quand même pour partir à 0. Et premier cas de figure, je vais prendre simplement deux requêtes qui sont presque les mêmes, sauf qu'il y en a une qui renvoie un client, l'autre qui renvoie 446 clients. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce cas-là? C'est que mes plans d'exécution, ils s'adaptent, et heureusement, parce que ça permet d'être efficace. Alors au passage, d'ailleurs, ma requête, si je reviens ici, mon ordre de jointure, c'est les headers joints avec les détails, les lignes de commande, joints avec les clients. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'optimiseur, lui, il va faire ça à sa sauce. Premier cas, avec un seul client, il va prendre les headers joints avec les clients et ensuite avec les lignes de commande. Vous voyez qu'il a inversé l'ordre des jointures et il m'a mis des nested loops. Okay. Deuxième cas, il y a beaucoup plus de clients, donc il a décidé de parcourir les headers, de joindre avec les order details et de joindre avec les customers et de faire une jointure de fusion, une jointure de hachage. Donc on voit bien qu'il s'adapte effectivement dynamiquement et c'est le but de l'optimiseur. Alors je vais pouvoir forcer tout ça, forcer de jointure, et j'ai deux manières de le faire. Soit avec la clause option, je vais prendre celle où il y a 446 clients, et lui dire je voudrais que tu fasses plus que des loop join. Ok, pourquoi pas. Deuxième méthode, de lui dire au niveau de la jointure, avec un indicateur de jointure, ici, que c'est un inner loop join. Je vais le faire pour les deux jointures. Il y a une petite différence quand même entre les deux. Et si on regarde les deux plans d'exécution, on va voir que ça ne fait pas du tout la même chose. Ok, alors il y a pas mal de monde, donc il y a 43 000 lignes. Donc, mes deux plans d'exécution, ils ne sont pas pareils. Dans le premier cas, il a fait des loop joins partout, comme dans le deuxième cas d'ailleurs. Mais l'ordre des jointures n'est pas le même. Ici, il a inversé les jointures, il les a mises à sa sauce, c'est-à-dire qu'il a pris les commandes jointes avec les clients, et ensuite il a joint ça aux lignes de commande. Donc il a choisi son ordre de jointure. Dans le deuxième cas, le simple fait que j'ai mis un loop join à une des jointures dans la clause from, il respecte exactement l'ordre qui est indiqué dans la requête, c'est-à-dire joindre les commandes avec les lignes de commande et ensuite joindre avec les clients. Donc, vous voyez que c'est très différent. En fait, pour obtenir la même chose que ça, il faudrait que j'utilise un loop join et que je rajoute en plus un force order qui va forcer la jointure à se faire dans l'ordre commande, ligne de commande, client. Et donc là, effectivement, ces deux-là vont avoir les mêmes plans d'exécution. Si on regarde. OK. Voilà, donc c'est la particularité. Dès que je force une des jointures avec un indicateur de jointure, je le force aussi à faire un force order. Donc c'est bon à savoir. Alors je peux forcer plein de choses, je peux forcer les groupes, les unions, je peux forcer donc par exemple de forcer un groupe by et la manière dont il fait son agrégation, soit il le fait par hachage, soit il le fait par tri, etc. Donc ça va changer forcément le plan d'exécution, je ne vais pas forcément la dérouler.
je vais revenir sur le slide, voilà les différentes choses que j'ai. Je peux donc group by hash ou order group dans la clause option. Union, concat, hash ou merge union. Les jointures, on a vu, loop, merge ou hash join. Le force order, éventuellement. Et puis, éventuellement, lui demander d'ignorer la présence. On avait vu des non-cluster colon store index dans la session précédente. On peut lui demander, effectivement, d'ignorer la présence d'un non-cluster colon store index dans son plan d'exécution. OK, alors, plus intéressant, c'est les valeurs de paramètres et les problématiques de recompilation. Je peux, alors on va prendre un exemple, mais je peux optimiser une requête qui est variabilisée qui est paramétrée avec une variable, l'optimiser pour une valeur de variable en particulier, ou l'optimiser pour une valeur moyenne. Et dans ces cas-là, il ne va pas se servir des statistiques de la même manière. C'est-à-dire que dans un cas, il va se servir de l'histogramme s'il a une valeur, ou il va se servir de la densité moyenne si c'est une valeur inconnue. Et puis, je peux aussi le forcer à recompiler. Donc, différents exemples. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vide mon cache. Je vais faire des requêtes très simples. Juste un select avec une personne et un select avec une autre. On va regarder les plans d'exécution. OK. Alors, premier constat, ici j'ai 6 personnes. Là, j'en ai qu'une dans la deuxième requête, puisque c'est pas la même cardinalité. Et si je regarde dans les plans d'exécution, alors je sais pas si vous voyez bien, on peut l'agrandir, mais de toute manière, je vais zoomer. Alors, il y a 6 lignes, on est d'accord. Il y en a 6 qui s'appellent Alan, je sais plus comment là. Et effectivement, l'estimation de cardinalité, c'est 6 lignes. Donc tout va bien, effectivement. Il a fait une estimation de cardinalité parfaite. Regardons la deuxième où il n'y a qu'une ligne. La deuxième, c'est amusant, parce qu'il n'y a bien qu'une ligne renvoyée, mais l'estimation de cardinalité, c'est 6. Alors pourquoi? C'est très simple. C'est parce que, en fait, ici, si vous regardez, il a paramétrisé la requête, et que quelque part, pour lui, que ça soit Alan Howells ou Zoé Watson, c'est la même chose. Et donc, il conserve l'estimation de cardinalité parce que c'est une requête triviale pour lui et que du coup, il la variabilise complètement. Et d'ailleurs, si on regarde dans le cache, quelle est la requête qui est dans le cache? On va voir qu'effectivement, alors il y en a un peu trop d'ailleurs, mais en fait, c'est celle-ci. Vous voyez des choses qui traînent. En fait, voilà, il a des plans d'exécution, mais là qui font rien. Un pour Zoé Watson, un pour Alan Owens. On voit que dans ces plans, il n'y a rien, il y a juste le select. D'accord. Mais par contre, il a un plan variabilisé qui dit select non from person where non égale variable. Et c'est celui-ci qu'il a utilisé pour les deux requêtes. Et là, effectivement, on a notre estimation à 6. OK? Voilà, je vais revider mon cache parce qu'il y en a un peu partout. Les trucs qui traînent. OK. Alors, ce que je pourrais faire déjà, c'est utiliser une directive de requête pour éviter cette erreur d'estimation de cardinalité. Parce que là, c'est pas bien grave entre 6 lignes et une ligne, mais vous faites la même chose avec 10 000 lignes et une ligne, ça peut être plus gênant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'option recompile. L'option recompile, il va forcer la requête à se recompiler pour chaque exécution. Et là, si je lance mes deux requêtes, il n'y a pas de souci. J'ai bien des plans d'exécution correctement estimés. 6 lignes pour le premier estimé, pas de problème, et 6 lignes renvoyées. Et pour le deuxième, où il n'y a qu'une ligne, là, j'ai bien qu'une ligne puisque je l'ai forcé à recompiler. Inconvénient de ça, c'est que forcément, il recompile à chaque exécution. Donc forcément, ça coûte de recompiler les requêtes. Donc, faut-il recompiler systématiquement?
ben, on va essayer d'éviter et de faire ça que vraiment dans les cas où on se rend compte qu'il y a des cardinalités différentes et qu'il faut que cette requête soit recompilée. Si on interroge le cache, qu'est-ce qu'on constate? Ouf. Alors, je sais pas pourquoi j'ai autant de choses que ça dedans. Il me semblait l'avoir vidé pourtant. Bon, je fais des bêtises. Alors, vidons la base. J'ai beaucoup de choses dedans, alors que je devrais pas avoir grand-chose. Ouais, mais j'ai encore plein de choses qui restent. Alors, je sais pas pourquoi, qui datent d'avant, dans une autre base, etc. Bon, ok. Simplement, ce qui se passe, c'est que comme je recompile, ben, il ne stocke pas de plan pour cette requête. Elle n'y est pas, en fait. Ok. Autre chose que je peux faire, c'est forcer pour une valeur. Ici, je vais essayer de revider mon cache, il ne veut pas le vider, hein, je ne sais pas pourquoi. Ah, il va faire un drop clean buffer. Alors, un free prod cache peut-être plutôt. Ça devrait être mieux déjà, c'est parce qu'il y a des requêtes sur d'autres bases qui me perturbent. Voilà. Donc là, on repart à 0. Et donc ici, on va variabiliser notre requête, c'est-à-dire mettre le nom qu'on cherche dans une variable et regarder quelle est l'estimation de cardinalité. Alors ici, comme c'est variabilisé, au moment de la compilation, il dit « Ok, vous cherchez une personne, mais je ne sais pas laquelle. » C'est une variable, donc l'estimation de cardinalité, elle va être moyenne, elle va être basée sur la densité, et donc en fait, il va estimer à 1,6, qui est le nombre moyen de lignes que renvoie un nom si vous cherchez un nom. Donc une ligne, 6. Donc c'est un peu faux pour 6 lignes aussi. Et donc ce que je peux faire, c'est lui dire, bah, ok, je veux que tu optimises pour telle valeur. Et donc lui passer en query int le optimize for et lui forcer à considérer que dans la variable @a, il a Alan Owens. Alors on peut le faire pour l'un ou pour l'autre. Je vais faire les deux cas de figure. OK. Donc dans le premier cas, j'avais optimisé pour Alan Owens, donc il estime bien à 6 lignes, pas de problème. Et dans le deuxième cas, j'avais fait pour Zoe Watson, il estime à une ligne, bien que le nombre de lignes renvoyées est de 6. Ok, donc vous voyez, je peux vraiment le forcer. Donc ça peut être une technique, en particulier quand j'ai des distributions de données très inégales, de lui dire, bah, ok, je vais lui passer, je vais lui dire pour quelle société je travaille, si j'ai des sociétés avec beaucoup de clients et d'autres avec peu de clients, etc. De pouvoir le forcer. Autre chose, c'est surtout utile aussi dans des procédures stockées et pour une autre problématique qui est le parameter sniffing. Je vais créer une procédure stockée qui cherche un nom, tout simplement. La procédure cherche nom. Et je vais faire deux recherches, l'une avec Alan Owens et l'autre avec Zoe Watson. Et là, j'ai vraiment du parameter sniffing parce que il va compiler la procédure stockée à la première exécution et son plan d'exécution va estimer à 6 lignes. Et donc là, à l'exécution d'après, il y a beau y avoir qu'une ligne, il continue à utiliser l'estimation de cardinalité à 6 lignes. Ok, on voit bien 6 lignes ici. Ok, donc là ça va, impeccable, première exécution, ça a renvoyé 6 lignes, il a estimé à 6 lignes, tout va bien. Deuxième exécution, bah, en fait, il a gardé le plan d'exécution, et c'est le propre d'une procédure stockée, hein. C'est de réutiliser le plan d'exécution et de le compiler à la première exécution. Donc là, une des solutions, c'est de lui dire, bah, recompile. Bon, là, on est sur des cas pas graves. On est sur des cas où effectivement, vous avez très peu d'écart entre 6 lignes, mais j'avais fait la même chose avec 20 000 lignes. Effectivement, là, ça peut changer le plan d'exécution, hein.
OK, donc deux choses. Soit je lui dis optimize for unknown, et dans ces cas-là, eh ben, cette requête-là va être optimisée pour une valeur inconnue, et donc il va reprendre ma cardinalité de 1,6. Je cherche une personne, donc en moyenne, ça renvoie 1,6 lignes. Soit j'utilise un recompile pour que systématiquement, il recompile à chaque exécution. OK, on avance un petit peu. Alors, il y a plein d'autres indicateurs, hein, dans le genre, hein. Il y en a toute une série qui sont intéressants. On n'aura pas le temps de tous les voir. Il y a le FAST qui permet à l'optimiseur de construire son plan d'exécution avec comme objectif de renvoyer le plus vite possible les N premières lignes. En gros, il va éviter tout ce qui est tri, hachage, etc., qui l'oblige à lire tous les résultats avant de vous les renvoyer, hein, et donc il va modifier son plan d'exécution en conséquence. La requête ne sera pas forcément plus efficace, elle risque même d'être moins efficace, mais elle renverra plus vite les premiers résultats. Bon, le keep fixed plan et le keep plan, bon, le keep fixed plan, ça le force à ne pas se recompiler si les statistiques ont été modifiées. Le keep plan, ça modifie les seuils de compilation d'étapes temporaires. Le robust plan, ça force l'optimiseur à considérer que les lignes contiennent le maximum de taille. Le no performance pool, à éviter dans la mesure du possible les opérateurs spool dans le plan d'exécution. Le query trace-on, à lui passer pour la requête un trace flag, etc. Bon, et le max récursion, à jouer sur la récursivité, augmenter le nombre de récursions qui par défaut bloqué à 100 et que donc on peut libérer de cette manière. Voilà, bon, le fast par exemple, hein, si on regarde sur le fast, la même requête avec mes 446 clients tout à l'heure, on va voir que le plan d'exécution est un petit peu différent. La première, il a optimisé en se disant, OK, je fais une jointure de fusion, un tri et un hachage. Avec un fast, il s'est dit, je vais éviter mon tri et je vais éviter mon hachage. Je fais une agrégation de flux par tri, ce qui me permet de renvoyer les données plus rapidement. Après, effectivement, là, on est sur des petites requêtes, donc on va pas avoir des différences très sensibles, mais théoriquement, celle-ci est quand même plus efficace. La première est plus efficace. Mais la première renvoie les données plus vite. La seconde renvoie les données plus vite. OK, autre chose, et on en parlait tout à l'heure, le parallélisme. Pouvoir lui forcer un parallélisme, donc ça va forcer au niveau de la requête, même si le parallélisme a été défini différemment au niveau de l'instance ou au niveau de la base. C'est-à-dire que si j'ai mis un max d'op à 1, chose à pas faire au niveau de l'instance, si je force au niveau de ma requête avec un max d'op à 2, c'est la requête qui prend priorité. Et puis la mémoire qui peut effectivement, par rapport à la mémoire dédiée à SQL Server, de lui donner un pourcentage de cette mémoire maximum ou minimum qu'il peut utiliser. Donc, ce qui va permettre de jouer dans une certaine mesure sur la consommation de mémoire d'une requête. Donc, le max d'op, c'est effectivement extrêmement utilisé et extrêmement utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les indicateurs de table. Alors, les indicateurs de table, à l'opposé des autres indicateurs qui s'utilisaient dans la clause option, ils vont s'utiliser directement dans la clause from, hein, avec le mot-clé with. Alors avant, on n'utilisait pas le mot-clé with, mais c'est déprécié de ne pas l'utiliser. Donc normalement, c'est un select from ma table with et ici mes indicateurs qui vont me permettre de faire différentes choses. Aussi pour les indicateurs de table, on peut les utiliser quand même avec le mot-clé option en précisant qu'il s'agit d'un indicateur de table, en précisant sur quelle table, quel indicateur. Donc on va regarder différents cas de figure. Voilà, forçage d'index, par exemple. Effectivement, donc ici, je fais une simple recherche. Dans la deuxième, je vais forcer l'utilisation de l'index sur le nom.
Dans la troisième, je vais le forcer à faire une recherche. Et là, c'est l'indicateur force-seek. Donc, on va voir ces trois-là. OK. Première, par défaut, il utilise l'index cluster et il parcourt toute la table. Dans le deuxième, je l'ai forcé à utiliser un index contre-productif d'ailleurs, parce que du coup, il est obligé d'aller rechercher le reste de la ligne avec l'index cluster. Donc d'ailleurs, il me propose de mettre un index avec toutes les colonnes dedans, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc le forçage d'index, faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et le troisième, il a fait un force-seek, autrement dit, je l'ai forcé quand même à utiliser l'index sur le nom, malgré que ça soit contre-productif, hein. On voit effectivement que c'est le même plan d'exécution. Alors, s'il utilise un force-seek, ça peut être très pratique, mais il faut qu'il y ait un index. Hein, si je fais une recherche sur le code postal et que j'ai pas d'index sur le code postal, avec un force-seek, hein, effectivement, il va me dire vous êtes gentil, mais je ne peux pas faire un force-seek sur un code postal. OK. Alors, il y a une question, je profite pour glisser une question. Ouais, vas-y. Jean-Yves. Est-ce que l'overhead du recompile est préjudiciable en OLTP? Alors, ça dépend. Si c'est une requête extrêmement soumise, effectivement, oui, l'overhead, il sera important s'il faut recompiler la requête des dizaines de milliers de fois par minute, quoi. C'est clair. Tout dépend, en fait. Jean-Yves dit oui, alors je suppose que Jean-Yves, tu dis oui, que c'est une requête qui est très très souvent exécutée. Alors, si elle est très très souvent exécutée, effectivement, il peut y avoir un overhead assez important. Ça dépend aussi de la complexité de la requête, hein. Parce que si c'est une requête triviale, la compilation, elle coûte pas très cher. Si c'est une requête plus chère, effectivement, et qu'on la recompile tout le temps, là, oui, l'overhead peut être important. Non, alors, pas forcément trivial, et en plus dans un environnement déséquilibré. C'est-à-dire déséquilibré en termes de distribution de données. Exactement. Ouais, c'est la problématique classique, hein. Et dans ces cas-là, éventuellement, ça peut être aussi un optimize for, par exemple, d'arriver à forcer dans certains cas, etc. Ouais. Mais la recompilation systématique, il faut la tenter, hein, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Ouais. Juste, je glisse une info, il y a un truc pratique pour ça dans le plan d'exécution. Au début du plan, il y a le temps de compilation. On peut regarder combien de temps ça prend pour compiler tel ou tel plan. Ouais. Peut-être savoir. Sur des grosses requêtes, ça peut être lourd, hein. Ah ouais, ça peut être lourd. Moi, j'ai eu des 30 secondes de... Ouais. On voit des requêtes qui mettent jusqu'à 30 secondes de compilation. Eh ben, ça y est, j'ai la crève. Bon. Bon, merci. Non, mais je vous la refilerai pas, ça devrait aller. Non, merci pour la réponse, pas pour la crève. OK. Alors, forçage d'index, donc, est une méthode d'accès, c'est ce qu'on a vu, force-seek ou force-scan, hein. Force-seek, et je peux préciser quelle valeur d'index, quelle colonne, etc. Force-scan pour le forcer à faire un scan. Et puis, bien sûr, tous les indicateurs de table, j'imagine que tout le monde connaît le noloc. Mais il n'y a pas que le noloc, bien sûr. Et le noloc, d'ailleurs, on avait fait une petite démo dans une session qu'on avait fait avec Julien, d'ailleurs, sur le noloc, qui était assez rigolo, qui montrait qu'effectivement, avec une requête qui fait un noloc, on arrivait à lire des données inexactes. Par exemple, compter un nombre de lignes et ça nous renvoyait pas forcément le bon nombre, c'est-à-dire des fois moins, des fois plus, parce que derrière, il y avait des transactions qui modifiaient des données et qui déplaçaient des lignes dans la table. Et que donc le noloc, c'est extrêmement dangereux si on veut avoir des données exactes. Donc il y a d'autres moyens, hein, que d'utiliser du noloc. Donc le noloc ou read uncommitted, le oddlock pour rester en isolation serialisable, le read committed ou read committed lock pour forcer l'isolation read committed, même si on est en mode snapshot, on met du read committed lock, le repeatable read, le snapshot, le no way to read pass pour le respect, la manière dont on respecte les verrous. Est-ce qu'on passe la ligne ou est-ce que on arrête la requête dès qu'on rencontre un verrou? Bon. Le patch lock, rolock, tablock X, etc. Donc, qui va modifier la gestion du verrouillage par la requête.
OK. Et tous les indicateurs aussi qui sont utilisés avec des use int dans la clause option. Alors là, il y a un catalogue. C'est essentiellement des trace flags qu'on passe à la requête. Et il y en a un gros catalogue. Un qui est super intéressant, qui est le Force Legacy Cardinality Estimation, qu'on va regarder un peu plus en détail. Mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ça. Bon, et ça correspond à des trace flags. Alors, on va regarder aussi le mean selectivity for filter estimate, par exemple, full indépendance, partial corrélation, etc., etc., etc. Et divers, vous voyez, par exemple, qui désactive des options de l'optimiseur, par exemple, les jointures adaptatives en batch mode depuis 2017, on peut les désactiver de cette manière. Le memory grant feedback aussi, qui est depuis 2017. La compilation différée depuis le 2019, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les nouveautés qu'on peut désactiver au niveau d'une requête. Alors, il y a une deuxième partie de liste. Le disable parameter sniffing qui force la requête à n'utiliser que de la densité sur l'estimation des cardinalités et donc prendre des valeurs moyennes. Etc., etc. Je n'ai pas forcément tous les disable UDF inlining, l'inlining des fonctions scalaires, etc., etc. Alors, est-ce que je peux juste profiter pour rebondir sur la question d'avant? Vas-y. Si tu veux revenir sur le slide précédent, si ça t'embête pas. Mais Vas-y. effectivement, ce que je disais, c'est que moi, dans mon expérience, les problèmes d'estimation de cardinalité sur le nouveau moteur d'estimation de cardinalité, c'est souvent des problèmes de paire de jointures. Et Oui. le Assume Joint Predicate Depends on Filter, c'est un, Oui. c'est un int que j'utilise plus volontiers que le Cardinality Estimation, parce que c'est en général, quand j'ai des problèmes, c'est des jointures. L'estimation de cardinalité est trop faible, ça provoque des boucles. Et en plaçant ça, souvent l'ancien moteur d'estimation de cardinalité donne des cardinalités plus fortes sur les jointures et ça va plus volontiers vers des haches ou des. C'est vrai. Alors, ouais, on va regarder d'ailleurs. C'est un peu dans mon expérience, c'était pour dire. Ouais, alors, il y a les jointures, mais il y a aussi les prédicats avec multiples prédicats. Par exemple, ici, j'ai ma table dans laquelle j'ai des clients dans la région Seine et enfin, j'ai deux colonnes, une colonne région, une colonne ville. Et si je regarde un petit peu la distribution de mes données, dans la région Seine, j'ai 37 007 lignes et dans la ville Paris, j'ai 37 004. Donc visiblement, j'en ai quelques-unes qui sont dans la région Seine, mais pas à Paris. Alors, ils sont peut-être au Bois de Boulogne ou je ne sais pas, mais bon. Et donc, effectivement, l'estimation de cardinalité, là-dessus, elle joue. Si j'utilise ma cardinalité par défaut, on va regarder ce que ça donne, avec Paris et région Seine, j'ai bien 37 004 lignes, et ça on le sait, parce que c'est forcément ceux qui sont à Paris. Et donc le plan d'exécution, ici par contre, l'estimation, effectivement, 7052. En fait, qu'est-ce qu'il a fait comme calcul avec la cardinalité par défaut de SQL Server 2014 à 2022, en fait? Il a fait un calcul tout bête en disant le nombre de lignes de la Seine multiplié par les racines carrées des lignes de Paris divisé par la racine carrée du nombre total de lignes. Ce qui me fait 37 004 multiplié par racine carrée de 37 007 divisé par racine carrée de, et ça c'est le nombre de lignes de ma table, c'est 1 018 774. Voilà, ça me donne effectivement 7052 lignes. Maintenant, si je lui fais un force cardinalité, legacy cardinalité estimation, je reviens à l'ancien estimateur de cardinalité de 2012. Et j'aurais pu aussi d'ailleurs lui passer la compatibilité de la version 7 à 110. Non, de la version 7. Est-ce non, que pas le de la serveur version 7 Non, non, pas 7. Non, pas 7. Si, celui que tu as en 2012, c'est celui de la version 7, de SQL Server 7 que tu as en 2012. Oui, c'est le même, je suis d'accord. Ah, bah voilà. Mais c'est pré-2014. Voilà. Oui, c'est pré-2014. Donc 2012. Bon, t'en connais beaucoup, toi, qui utilises encore du SQL 7, pas? Moi, j'en ai plus, mais... J'ai pas le droit de t'embêter un peu?
Mais si, bien sûr, mais je t'en prie. Je profite de vos interventions pour expliquer peut-être aux gens pourquoi est-ce que ces calculs sont faits, pourquoi est-ce qu'il y a d'une racine carrée, machin. C'est parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de faire ce qu'ils appellent des heuristiques, c'est-à-dire une hypothèse de base sur laquelle on part sans vraiment savoir si elle est bonne ou pas. Voilà, et ils ont changé leur leurs hypothèses, en fait, à partir des SQL Server 2014. Parce que c'est simplement impossible d'estimer une cardinalité sur une requête complexe, c'est impossible. Effectivement, et là, on voit qu'effectivement, en legacy cardinality estimation, on est encore pire. On est à 1344 lignes estimées. Donc, on est encore pire, et là, le calcul, il tient, en fait, il estime qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux critères, entre la région et la ville, il n'y a aucune corrélation. En fait, c'est quoi que ça joue sur l'estimateur de cardinalité avec plusieurs prédicats? C'est sur le fait qu'il y a une corrélation ou pas entre les deux prédicats. Dans le nouvel estimateur de cardinalité, il estime qu'il y a une petite corrélation possible. Dans l'ancien estimateur de cardinalité, il fait un calcul, il prend ligne de Paris multipliée par scène divisée par ligne totale. Il part du principe qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux prédicats de ma requête. Alors, c'est là où on a vu déjà que le force legacy cardinality estimation peut être utile. Alors, dans certains cas, là, il est carrément contre-productif en plus. Si je veux vraiment que ça marche, j'en ai un qui est le Assume Mean Selectivity for Filter Estimate. Donc là, je vais forcer, là, c'est la cardinalité minimum. Et donc, en gros, j'ai 37004 et 37007, il va prendre 37004. Et donc là, j'ai une estimation de cardinalité pour cette requête-là. Comme je sais que la ville et la région, ça fonctionne de cette manière-là, vous voyez que ici, mon estimation de cardinalité, elle est parfaite. Donc ça peut servir pour certains types de requêtes en particulier. Alors, l'auditeur se creuse la tête en disant mais je fais quoi avec ça? Bah oui, mais on n'a pas le choix malheureusement, l'estimation de cardinalité, c'est comme ça. Et vous voyez que sur la corrélation, en fait, il y a aussi les deux hints. Assume full independence for filter estimate. Et donc là, on revient sur ce qu'on a vu avec le legacy cardinality estimation, c'est-à-dire que totalement indépendant, pas de corrélation entre deux prédicats, ou assume partial corrélation for filter estimate, ce qui revient à ce qu'on faisait avec l'estimateur de cardinalité par défaut. OK. Voilà, quelle heure est-il? Oh, ça va. Ça va. Alors, il y avait une question de Clément. Oui, pardon. Il y a Clément qui demandait, est-ce que par rapport au int, disable parameter sniffing ou optimize for unknown, quelle est la différence? Eh ben, c'est la même chose. Alors, j'allais dire, sauf qu'il y en a un qui est dans un int. Oui, il y en a un qui est dans un... C'est la syntaxe qui change. C'est la syntaxe qui change. Mais sinon, le principe est le même. Tu veux dire, on arrive au vecteur de densité à la fin? Oui. Dans les deux cas, on utilise la densité. Ouais. Et le design paramètre scientifique, on peut le faire aussi au niveau de la base, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais on a un scope de configuration, il me semble, au niveau de la base. Ouais. Oui, absolument. Mais bon, là, c'est carrément dangereux, quoi. Ok, alors, l'option nucléaire, sinon, le use plan, alors j'ai mis une petite image, c'est pas des plans de tomates ou des plans de salade, mais c'est le forçage du plan. Et donc là, je vais carrément, avec le int use plan, lui passer le plan d'exécution complet qu'il doit utiliser. Donc ça, c'est intéressant, éventuellement, quand vraiment on n'a pas trouvé d'autres moyens. On va voir dans quel cas on l'utilise, parce que c'est pas fréquent, mais là, bon, j'ai un exemple où, avec ma petite requête de tout à l'heure, où j'avais un plan ici, et je voulais lui faire un force scan. Donc ici, effectivement, il fait forcément une recherche. Il fait une recherche d'index. Si je veux lui faire un force scan, mais qu'est-ce que je fais? Je vais, par exemple, lui passer le int force scan, récupérer le plan d'exécution. Et donc le plan d'exécution, en gros,
en XML. Voilà. Récupérer tout ça. Et le passer dans un int. OK, et donc c'est ce que j'ai fait là. Je lui passe tout le plan d'exécution, et donc là, il fait un for scan, en fait. Alors, là, c'est juste pour lui passer un hit, mais ça peut être vraiment pour forcer un plan complet. Alors, j'ai pas cliqué, voilà. Et vous voyez que là, c'est bien le for scan qui est utilisé. Je lui ai forcé le plan d'exécution avec l'estimation de cardinalité qu'il y a dedans et tout. OK? Voilà, donc c'est un peu l'option nucléaire, hein. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser tout ça? Dernier point, c'est, alors on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour chaque requête. C'est bien pour chaque requête. Donc ça peut effectivement, dans certains cas, être utile pour chaque requête, mais ça peut s'utiliser de 2 autres manières. Donc requête individuelle, comme on a vu, par exemple, une option optimize for a node, etc. Mais les 2 autres manières, c'est de lui passer avec un guide de plan. Alors le guide de plan, c'est ce qui existait et qui existe toujours d'ailleurs, et qui existait avant le Query Store. Hein, c'était le seul moyen que, quand vous soumettez une requête à SQL Server, il reconnaisse le texte de la requête et il applique un int ou un plan forcé, simplement sur la reconnaissance du texte exact de la requête. Donc pour ça, il faut passer par un SP, create, plan guide, etc. Alors c'est toujours utile, mais on verra qu'en 2022, maintenant, on a le Query Store, et qu'on peut maintenant passer certains hints, pas tous d'ailleurs, mais on peut passer des hints grâce au Query Store. Ce qui simplifie quand même par rapport à un plan guide. Donc on va regarder les deux cas de figure. OK, je vide toujours mon cache. Je fais une petite requête paramétrée, donc avec un SP execute SQL. Ici, je vais vider mon cache une fois. Voilà. Et on va regarder le plan d'exécution. Pas de problème, c'est une recherche et c'est logique, tout va bien. Et ici, je vais créer un plan guide pour la requête paramétrée, en disant, bah, OK, les paramètres, c'est un varchar 4000, et je lui force un int. Et donc, quand il va revoir cette requête-là, automatiquement, il va appliquer le int. Donc ça, c'est valable en particulier pour des applications du genre ORM et compagnie, sur lesquelles on n'a pas de moyen d'action. Je sais que j'ai certaines bases sur lesquelles je mets des plans guide partout, parce que c'est le seul moyen de s'en tirer. Donc, je crée mon plan guide. OK. Non, ça, je peux fermer. Il est effectivement on a une vue 6 plan guide, hein, qui va me permettre de voir les plans guide qu'on a. Hein. Donc, on voit le texte de la requête, hein, les hints qui sont appliqués, etc. Ou le use plan, si c'est un use plan, etc. Et puis maintenant, effectivement, si je relance cette requête-là avec le même texte de la requête et un paramètre différent, hein, bah effectivement, j'ai mon force scan qui va s'appliquer automatiquement. OK? Donc, analyse d'index. Donc ça, c'est l'ancienne méthode, et elle reste valable. Hein. Je te relais une question de Jean-Yves, c'est et si le Query Store n'est pas actif? Eh ben, on ne peut pas l'utiliser s'il n'est pas actif. Mais le plan guide, ça marche dans tous les cas, il n'y a pas besoin de Query Store. Hein, le plan guide, c'est purement dans le moteur, ça ne dépend pas du Query Store. C'était une réponse à Julien. Ouais. De toute manière, avant SQL Server 2022, oui, c'est vrai en plus, pardon. Le Query Store, on ne peut pas lui passer des hints. On peut forcer un plan d'exécution, OK, mais on ne peut pas passer des hints. Le fait de passer des hints par le Query Store, c'est que depuis 2022. On va le faire là d'ailleurs. Je repars de zéro. Je vais faire une requête qui renvoie pas mal de lignes. D'accord. Alors j'en profite, il y a aussi une question de Michael, mais alors est-ce possible de sauvegarder ou de réinjecter un plan dans le plan cache, dans l'optique où il est vidé suite à un redémarrage de Query Store? Ben, quelque part, c'est le plan guide.
C'est ça, c'est le plan guide. Ouais, le plan guide, c'est un peu ça, hein. C'est le plan Parce que guide. du coup, il va garder tout le plan, en fait. Tu l'avais montré tout à l'heure. Ouais. Tu as tout le plan en fait qui est dispo, donc tu peux le réutiliser en fait. Et donc, question qui arrive de Jean-Yves. J'ai mal compris ou le plan guide mémorise le int et la valeur? Alors, il mémorise le int, et le int, ça peut être un use plan complet, si on veut. C'est ça. On pourrait très bien, dans le int, lui mettre un plan d'exécution complet. Avec, plutôt que mettre, ici j'ai mis un table int for scan, mais j'aurais pu mettre un use plan avec un plan d'exécution. Oui, mais c'est pas associé à la valeur du paramètre. C'est pas associé à la valeur du paramètre. Dommage. C'est associé au texte de la requête, mais mot pour mot, espace pour espace, virgule pour virgule, etc. Il reconnaît la requête et il dit « Ah, j'ai un plan guide pour cette requête. » Ok. Ok. Et alors, avec le query store, donc, je disais, c'est carrément plus simple. On n'a pas tout à fait les mêmes possibilités avec le query store, hein. Le query store, par exemple, je ne peux pas utiliser de table int ni de optimize for, hein, mais j'ai quand même une bonne liste de int que je peux passer. Et en particulier, un qui est intéressant, qui est le recompile, hein, pour certaines requêtes, ça peut être super pratique. Voilà, là j'ai une requête qui me renvoie pas mal de lignes, hein, 335 688 lignes, donc effectivement j'ai une analyse d'index, etc. Et puis je relance cette requête avec un paramètre qui me renvoie une seule ligne. D'accord, super. Sauf que le plan d'exécution, eh ben, comme c'est paramétrisé, eh ben, il a continué à faire un scan complètement à tort. Et donc là, ben, je vais pouvoir aller chercher. C'est une requête paramétrée, donc là, il faut que je cherche la requête paramétrée dans le query store. Alors, il faut qu'elle y soit, hein. Je vais chercher dans le query store et en fait, la requête paramétrée, elle est mentionnée comme ça. Et donc, c'est la 879. Tout va bien. Donc, je vais lui faire un SP query store set ints pour le query 879 et lui dire maintenant, option recompile. OK. Voilà, je peux aller vérifier quand même quels sont les ints que j'ai mis dans mon query store, hein. Donc, c'est bien la 879 a une option recompile. OK, tout va bien. Et du coup, si je relance ma requête ici, pas de problème, il fait bien un table scan. Oups, voilà. Heureusement, parce que là, il y a quand même 300 000 lignes. Mais si je le fais avec The Watson, là, il me fait bien une recherche. Et d'ailleurs, si on regarde ici dans les propriétés, pouf, 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 on doit le voir quelque part ici. Voilà, query store statement in text, option recompile. Donc en fait, il a appliqué à partir du query store l'option recompile. OK. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et bien sûr, je peux aller nettoyer, aller supprimer mon int derrière. Bah, j'ai même été un peu vite, du coup, on a du temps pour les questions. Tout va bien. Eh ben, c'est formidable. Il y avait une remarque de Clément qui dit que c'est effectivement pratique pour les ORM, car souvent les devs applicatifs, eh ben, ils vont pas changer leur code rapidement. Mais je pense que toutes les applications, ça vaut pour toutes les applications d'éditeurs. Oui, mais c'est vrai que les ORM, c'est un vrai problème parce que, alors, le pire, c'est les ORM qui génèrent les requêtes en changeant les alias. Parce que là, les plans guide, etc., ça marche plus, hein. Hein, si ça change l'alias des colonnes ou l'alias de la voilà, ou que ça change la liste des colonnes, ou que ça, etc. Et moi, je suis tombé sur des ORM où comme ça, on a beau mettre des plans guide, ils tiennent une semaine et puis au bout d'une semaine, on peut en remettre d'autres, quoi. Donc c'est une catastrophe. Et le query store n'aide pas non plus dans ce cas-là. Donc, effectivement, c'est le problème, le plus gros problème, hein, des bases de données en général, mais est-ce que le serveur 2022 essaye de l'adresser un petit peu, enfin commence à essayer de l'adresser,
c'est les problèmes de distribution inégale ou de cardinalité inégale. Hein, donc effectivement, avec le plan sensitive, paramètre sensitive optimisation, c'est un peu le début de se dire, bah, on sera capable un jour de dire en fonction du paramètre, on prendra un plan ou un autre. Pour l'instant, c'est déjà un peu le cas, mais uniquement avec des égalités. Donc ça limite effectivement. Bon, c'est quand même assez limité, le paramètre sensitive optimisation. Mais bon, dans l'idée, c'est effectivement ça. C'est d'être capable en fonction. Typiquement, j'ai une société avec 10 000 clients et une société avec 2 clients. Et ben, si j'adresse l'une ou l'autre, et ben, j'ai rapidement des dérives de plan d'exécution, quoi. Et bah, quel plan je vais prendre, quel plan je vais forcer? Est-ce que je vais trouver un compromis entre les deux? Bon, c'est un petit peu ça le problème. Hein. Bon, il y a un feedback de cardinalité aussi, non? Si je me trompe pas d'ailleurs, dans Intelligent Processing Il y a un feedback, alors c'est-à-dire qu'il est capable de basculer sur un legacy, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, il est capable de basculer sur un legacy cardinalité d'estimation. Mais bon, ça répond pas complètement. Ça répond. Ouais. De toute façon, on est toujours entre cet équilibre à trouver entre est-ce qu'on recompile à chaque fois ou est-ce qu'on garde des plans en cache? Et si on garde des plans en cache, on risque toujours d'avoir des cardinalités différentes dans la réalité par rapport à un plan qui a été calculé sur une Résultat, on recompile tout le temps, quoi. Eh ben ouais, mais on peut pas non plus parce que voilà. Enfin bon, c'est toute une histoire de compromis. Hein. Moi, je sais que j'ai pas mal de cas où effectivement, ces cas de distribution de cardinalité différentes où on essaye de trouver le plan de requête qui marche à peu près pour les petites sociétés et les grosses. Pour qu'ils ne dérivent pas complètement et qu'ils ne partent pas dans les décors complètement, quoi, parce que c'est ça le problème. Moi, j'ai une petite question. Oui. Excusez-moi. À partir de la version 2022, est-ce que le query store activé automatiquement et l'IA qui est associée à l'optimiseur va pas devenir un point de contention, on va dire, au niveau des IO qui se dirigent vers la base de données elle-même, puisque Query Store fait partie de la base de données. Ouais, ça va pas devenir un problème? Je pense pas, parce que déjà le Query Store, il fait du in-memory. Hein, donc, il travaille en asynchrone sur l'écriture dans le Query Store. Donc, a priori, c'est pas de l'écriture synchrone. Donc, normalement, ça a été fait justement pour que ça supporte. D'abord, il capture pas tout. Et puis ensuite, effectivement, il travaille en mode asynchrone. Il capture pas tout, mais il log beaucoup quand même. Ouais, mais il log pas en synchrone. C'est-à-dire que ça va pas ralentir nos requêtes. Donc, déjà, c'est... moi, j'ai pas vu qu'il y ait des grosses surcharges avec le Query Store. A priori, ça marche plutôt bien. Hein. En tout cas, maintenant, ça marche bien. Je sais pas. Il y a d'autres. Il y a effectivement. Je pense qu'il faut d'abord faire attention à pas activer le mode all de l'application, mais ça, on le fait plus puisque c'est plus le mode par défaut. Et puis il y a un mode spécifique, qui est un mode custom, où on peut, au pire, je dirais, on peut soi-même choisir les requêtes, les performances de requêtes qui feraient en sorte que le Query Store les conserve. Et puis au pire aussi, on a l'option qui permet de... Tu disais que c'était en asynchrone, mais c'est aussi dirigé par une option. On écrit physiquement sur le disque tous les combien de temps, et puis on pourrait augmenter la valeur au pire. Enfin, je pense que c'est assez configurable pour ça. Oui, c'est ça, c'est assez configurable en plus, oui. Oui, tout à fait. Alors, il y a Michael qui demande s'il sera possible d'avoir la base de données int et le code SQL qui va avec. Donc, ça doit être faisable, oui. GitHub, on le fera sur GitHub. Je le poserai. J'avais déjà posé du code. Je crois qu'elle n'est pas très grosse. Elle n'est pas énorme, je crois. Donc, ça doit être faisable, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant que les exemples ne sont pas forcément à 200%, puisqu'entre 6 lignes et une ligne, bon, j'ai pas eu le temps de faire des exemples où j'ai 20 000 lignes d'un côté et une de l'autre, etc. Ça aurait pu être plus parlant, mais... T'as une auréole qui s'affiche derrière toi, Julien, c'est intéressant. Ah, elle disparaît. Ah, elle revient. Il y a un cas intéressant pour d'utilisation de Query Store en 2022, c'est
l'opportunité de rassurer le client quand il upgrade que s'il a oublié une requête Ouais. de regarder la compilation, on peut forcer la compatibilité de l'ancien mode de compatibilité pour qu'après il puisse le revoir. Parce que quand Oui, il mixe, tout d'un coup il se rend compte que ça foire. C'est un truc intéressant. Oui, c'est un truc intéressant. Moi, ce qui me fait peur avec le Query Store, c'est les gens qui forcent les requêtes à tout bout de champ. Hein, et qui disent « Ah ouais, c'était mieux là, Ah ouais, et clac, d'accord. et je te clique là-dessus et je force le Ça, plan. » c'est Alors là, le c'est... truc. Et pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Rudy, sur les mauvaises, entre guillemets, les mauvais feedbacks qu'on peut avoir sur le Query Store, moi j'en ai eu, mais plus à l'utilisation, par exemple sur un environnement de prod. Parce qu'à l'écriture, ça coûte 3 fois rien en fait, le Query Store, Oui. c'est pas ce que ça coûte. Par contre, à la lecture, Ah oui, c'est vrai que les effectivement, rapports, ils sont en commun. Les rapports, parfois voilà. Et donc, une des ça bonnes met des plombes pratiques, à répondre. Ouais. une des bonnes pratiques, c'est en fait d'aller utiliser le mode, donc d'utiliser les DMV qui interrogent le Query Store. Et là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Je crois que j'ai oublié encore un beaucoup. Et sinon, l'autre méthode, ce qui peut être bien, c'est de faire un clone database. Il conserve les informations Oui, c'est vrai. du Query Store, le mettre sur un environnement étanche et après, il étudier ce qui ne va pas. On oublie de faire souvent ça. Ça peut être une bonne pratique. Alors, je précise pour les gens qui nous écoutent aussi le truc de... Parce que le Query Store, visuellement, on l'assimile souvent aux rapports qui sont présents dans Management Studio. Mais en fait, le Query Store, c'est un outil, évidemment, qui stocke les Beaucoup plus requêtes, puissant. mais qui a des vues et qui stocke ça dans des tables sous-jacentes. Et il y a des vues d'interrogation. Il y a des gens comme Eric Darling, d'ailleurs, qui ont fait il y a un SP Quickie Store qui permet d'interroger ça d'une façon programmatique en SQL, mais on peut faire ses propres requêtes. J'en ai sur mon GitHub. Au lieu de passer par les rapports, en fait, on peut chercher soi-même dans le texte de la requête, des choses comme ça. Et ça va aller plus vite que les requêtes qui sont faites pour les rapports, qui parfois sont les requêtes qui sortent en premier dans le Query Store, comme étant les plus consommatrices. Ouais. Un client chez qui, quand on regarde quelle est la requête la plus consommatrice du jour, c'est celle du Query Store, justement. Non, mais on est en phase. Hein. C'est pour ça que généralement, la bonne pratique, c'est d'aller utiliser le. Il y a je crois, je vais essayer de retrouver le modèle du Query Store en fait pour aller l'interroger. Parce qu'il y a un endroit où on peut récupérer toutes les DMV nécessaires. Je l'ai dans la doc, je vais essayer de le mettre en lien. Et on a même des procédures stockées qui permettent d'aller récupérer de l'info. Oui, il y a plein de choses. Et Julien, il y a d'autres stats comme ça avec le clone database qui est ramené dans la base de données clonée? Parce que c'est vrai que le Query Ah, mais Store, c'est vachement bien le clone database. Le clone database, en fait, tu as tout le schéma. Tu as tout le schéma de ta base, tout le modèle, et en plus, tu as le Query Store, les informations de ton Query Store, etc. Et tu as les statistiques aussi, ce qui va te permettre éventuellement de retester des plans d'exécution sans avoir toutes les stats, données. Tu as tout ça. Quand ça marche, le clone database, moi je suis tombé sur les cas de figure où c'est impossible de faire un clone. Mais t'as qu'à le faire tomber en marche. De quoi? Non, mais des fois, ça marche pas. Quand c'est des bases de données qui proviennent de versions antérieures, ça marche pas. Donc pour les auditeurs aussi, c'est une commande qui s'appelle dbcc clone database et qui permet sur le même serveur de copier la base, mais sans le contenu des tables. Donc vous avez une base qui est toute petite, mais elle va contenir des choses qui vont être intéressantes pour le diagnostic. Et donc, et ensuite, vous pouvez faire un backup et restaurer ça. Voilà, c'est ça. Le cheminement que j'expliquais, c'était celui-ci. Tu vas faire ton backup et tu le mets sur un environnement étanche. Et donc, on obtiendra une base qui est toute petite, mais qui a le contenu du Query Store, donc on peut l'interroger dans nos fameux rapports. On a les statistiques, on a la structure des tables, et on n'a pas tout le volume qui est dans les tables, donc c'est pratique, effectivement.